¿Qué tal? Yo soy Petra. Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no? Sí. Yo creo que con Jaume no se puede aprender nada. Ça touche à trois aspects. Donc, il y aurait l'histoire et donc le scénario, du côté de la dramaturgie, l'histoire. Après, il y a ce que j'appelle la matrice filmique, c'est-à-dire la conception des éléments audiovisuels, le langage, l'enjeu filmique. Et après, il y a aussi les questions de la production et l'économie du film. Donc, quand je parle de comment est né le film naît toujours d'un mélange de ces trois aspects. Du côté de l'histoire, j'avais envie de faire quelque chose en rapport avec l'idée de tragédie grecque, donc un peu l'idée de le destin, comment il s'impose, la lutte entre le bien et le mal, qui est le problème de la tragédie. Et aussi l'idée d'une femme qui cherche son père. Il y avait quelque chose qui avait à voir avec l'identité qui était important. Ça, d'un côté. J'ai écrit une première version, après j'ai travaillé avec deux autres scénaristes. J'aime bien coécrire pour enrichir l'histoire, les personnages, en fait, le scénario. Et après, j'ai commencé à réfléchir sur la matrice filmique. Là, j'avais l'idée d'établir comme une espèce de sensation de subjectivité, comme un ange qui regarde toujours, qui est là, qui s'intéresse au drame et qui peut regarder, mais aussi partir ailleurs. L'idée aussi de la musique, ça faisait partie de la matrice. Et je voulais une musique toute vocale, qui soit à certains moments, mais qui ne soit pas forcément redoubler ce que raconte l'image. Et puis après, il y avait une idée d'un budget et d'une économie aussi que mise en place. Donc voilà un peu le résumé de tout ce qui a à voir avec la conception du film. Oui, donc cette idée de la lutte entre le bien et le mal, il fallait d'un côté, je voulais explorer un personnage qui soit vraiment très cruel en termes psychologiques. C'est un psychopathe. Seulement que c'est un psychopathe qui habite dans la vie avec les gens et qui est respecté, qui a beaucoup de pouvoir, c'est un grand artiste, qui est très connu, etc. Donc, mais c'est l'histoire de quelqu'un qui provoque beaucoup de mal aux autres et de façon souvent innécessaire. Et ça existe. Hein. Et de l'autre côté, il y avait cette femme qui recherche le père, peut-être ce père-là. Il fallait quand même que, si l'identité du père lui avait été cachée par sa mère, il fallait une raison. Parce que si c'est quelqu'un qui est super et qu'en plus va très bien s'occuper de ses enfants, il n'y a pas de raison. Donc voilà, donc c'est ces deux éléments, je pense, qui s'unissaient dans ce personnage de Jaume. Il y a le côté du bien avec Petra et aussi avec le personnage joué par Alex, par Lucas. C'est vraiment notre côté de la monnaie. C'est effectivement c'est des gens bien, c'est des gens. Et après il y a le personnage aussi de Marisa, qui est joué par Marisa Paredes, qui est un ambigu. C'est-à-dire ça peut ni bon ni méchant, victime aussi, des victimes du mal et de la cruauté, mais elle est l'entière partie aussi, et en plus
elle en profite, elle est un peu, comment dire, elle est aussi prisonnière de la propre dynamique, mais elle la génère elle aussi. Donc oui, c'est un peu... C'est un peu cette idée du destin, le destin dans la tragédie grecque. Ce qui montre, c'est que les êtres humains, on a des désirs, on veut les accomplir, une forme d'objectif. Plus on essaie de s'approcher, souvent plus on s'éloigne. Même les personnages qui veulent faire du bien, finalement, se retrouvent dans une dynamique de mal. Et c'est parce que finalement le destin s'appartient aux dieux, enfin, au supranaturel dans les Grecs, et un peu, là c'est plus dans le monde moderne que l'on croit plus aux dieux grecs, mais il y a ce côté psychologique, comme si un peu il y a comme dans notre ADN, on veut aimer, mais parfois on provoque le sentiment opposé, et c'est un peu on va dire que c'est comme une malédiction de l'être humain. On n'arrive pas vraiment à faire du bien, on n'arrive pas à se communiquer, on est maladroit dans l'amour, etc. Il y a tout un discours et tout un rapport entre l'art et l'argent. Bon, Jaume est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir parce qu'il a beaucoup d'argent. Et parce qu'il a eu beaucoup de succès dans l'art. D'un côté, il y a les deux autres personnages. Petra, elle utilise l'art plus pour une exploration personnelle. Elle gagne sa vie avec ça. Mais c'est pas. Son œuvre, c'est sur elle-même. Le personnage de Lucas, il n'a pas besoin de l'argent parce qu'il habite chez son père. Il fait un autre type d'art. Et une autre démarche. Bon, c'est vrai que y a la relation entre l'art et l'argent est très présente dans le film. Dans tous mes films, il y a toujours cette question de l'argent qui est partie un peu aussi, qui a une influence sur les comportements, sur les relations, les gens font des choses parce qu'il y a des relations économiques, c'est comme ça. C'est intéressant parce que quand j'écris le scénario et aussi quand je fais les repérages, pour moi la cuisine c'est très important. Dans tous mes films, il y a la cuisine et la cuisine, c'est un endroit assez intéressant parce que ça permet d'être un endroit de réunion et aussi un endroit d'action. On peut faire quelque chose. On est au salon, on est assis, d'un point de vue de la mise en scène, ça laisse pas beaucoup de jeu et d'un point de vue de l'action, c'est assez pauvre. Alors que la cuisine, c'est plus intéressant. Sans besoin d'évoquer qu'en plus dans la cuisine, il y a des éléments, même comme pourrait être un couteau, je ne sais pas, il y a des éléments qui pourraient y avoir une explosion, je ne sais pas. Il y a des éléments de danger qui rendent toujours la cuisine particulièrement intéressante. En plus, dans beaucoup de maisons, la cuisine est centrale, ce qui permet aussi des prises de vue plutôt qui sont bien. C'est vrai que dans mes films, la cuisine est importante pour toutes ces raisons-là. Pour moi, c'est très important la question de la distance psychologique, c'est-à-dire la question de la distance psychologique où se trouve la caméra et donc quel est le rapport qu'établit le spectateur à travers le regard de l'écran. Donc ça c'est un élément. Et aussi pour moi c'est essentiel évoquer qui regarde. Dans le langage, on va dire, classique hollywoodien, cette question n'existe pas. C'est un langage basé sur la transparence. Le spectateur s'abandonne au drame comme s'il était là. Et il est privilégié par des plans qui lui permettent de voir ce qu'il faut voir. Ce
c'est un plan rapproché parce que c'est une émotion, un plan moyen parce que c'est une action, ou un plan éloigné, c'est un plan situation. Mais tout dans cette dynamique de transparence. Dans le cinéma qui m'intéresse, j'ai beaucoup apporté cette petite question au spectateur. Qui est là? Qui regarde? Qui raconte l'histoire? C'est un réalisateur, un artiste, une équipe. Donc c'est quelque chose d'humain où ça appartient à notre univers. Là, par exemple, dans ce film-là, j'avais la volonté de donner cette sensation de, voilà, il y a comme quelque chose qui n'est pas tout à fait humain, qui est là et que l'on voit le film à travers ce regard. Il y a toute cette réflexion sur l'art aussi, donc, quels sont les différents choix esthétiques et par là des choix esthétiques, donc aussi des choix éthiques et moraux, et en plus dans des disciplines différentes, la peinture, la sculpture, la photographie. C'est vrai, c'est quelque chose qui c'était pas tout à fait nucléaire, dans le sens que c'était vraiment, je voulais au début raconter quelque chose sur le monde de l'art, mais c'est quelque chose de dérivé qui m'a semblé assez organique. C'est-à-dire je voulais quelqu'un, une figure de pouvoir, mais qui ne soit pas dans le domaine des finances, ça me semblait un peu trop cliché, donc c'était dans le monde de l'art. Ça par contre, oui, c'était nucléaire. Au début, vraiment, il y avait trois éléments dans le centre du film d'un point de vue thématique. Un est devenu très important, l'autre moyen et l'autre très peu. Donc, il y avait trois choses qui m'intéressaient à raconter, c'était l'idée de la recherche du père et le questionnement de l'identité, cette question de la tragédie grecque et la lutte entre le bien et le mal, et aussi cette idée d'un passé, des fosses communes, un passé en Espagne, voilà. Donc, un passé pas tout à fait résolu en Espagne. Finalement, ce dernier aspect est devenu assez anecdotique. Il est toujours resté là, on le remarque, il existe, mais c'est un peu anecdotique, alors que les autres, ils ont pris plus de son. Mais effectivement, c'était quelque chose qui était au centre du projet, et c'est quelque chose qui n'est pas, qui est toujours, voilà, c'est en l'air. Manolo, il a eu la gentillesse de nous céder son atelier et ses heures, même aussi, à un moment donné, il y a une scène où il a une œuvre dans la main, c'est un prototype de Manolo, et oui, donc on a tourné avec en plus c'était intéressant parce que au fur et à mesure qu'on avançait dans les repérages, parce que ça a pris des années, ça, entre la première fois qu'on a visité l'atelier et le jour du tournage, ça peut être passé 8 mois, 9 mois ou 12 mois. Et l'œuvre a changé. Mais bon, moi je me disais, bon, quand on va tourner, ça sera bien. De toute façon, on fera avec. J'avais pas envie forcément. Et après, ils nous ont permis aussi de bouger les choses pour les rendre. L'atelier se trouve dans la fiction. Donc se trouve, parce que la fiction, donc c'est pas Manolo Valdés, c'est Jaume qui est catalan et qui est à Gijón. Donc dans la fiction, c'est à Gijón. Et dans la réalité, c'est à 30 km de Madrid. On a fait une recherche, c'est-à-dire que bon, moi j'avais dit à la production que j'avais envie d'avoir, il fallait avoir un avatar dans la réalité avec une œuvre, et après que cet avatar donc, fasse une œuvre pour le film et pour les différents moments. Et donc on a proposé
plusieurs artistes, tout ça. Et bon, après, j'ai choisi et Daisy a fait toute l'œuvre de Petra en fiction. Le côté du scénario, donc c'était en désordre, c'était et avec des chapitres, c'était une façon de raconter cette histoire, en cherchant un peu de stimuler le spectateur à travers une forme narrative un peu différente de ce qu'il y a de plus orthodoxe. C'était cette lecture en chapitres, en plus désordonnée. Donc ça, c'était un choix qu'il y avait d'abord avec le rapport qu'on voulait établir avec le spectateur. La question de la steadicam, c'était un peu l'idée aussi, ça a toujours tout à voir avec le spectateur, bien sûr. Donc c'était aussi, voilà, de dire, c'est ce drame qu'on montre, c'est quelque chose qui, la mise en scène, toujours essaye de faire sentir que c'est vrai, donc c'est en train de passer dans la réalité, sauf que c'est vu à travers un regard un peu entre l'humain et le non-humain, avec c'est un steady, parce que d'habitude, le langage, si on veut la transparence, on cherche un des plans fixes, et si on veut la subjectivité, un des plans caméra à la main. Justement, le steadicam, c'est un endroit qui n'est pas humain ni transparent. C'était pour ça ce choix-là. Oui, donc c'est un style d'interprétation que moi j'aime beaucoup. C'est très naturel et assez laconique. Donc même les moments où il y a des choses très violentes, des phrases qui ont des implications violentes et tragiques, sont toutes un peu en passant, sont plus d'intensité. Et donc c'est un style qui est basé beaucoup sur l'improvisation, très guidée. L'improvisation guidée, c'est-à-dire il y a des paramètres. Mais les acteurs, après, ils utilisent leurs mots pour mettre dans la scène. Et ça donne quelque chose de particulier, parce que c'est une tonalité un peu entre maîtrisé et libre. Les acteurs se sentent... Pour les acteurs, c'est pas facile, et pour le réalisateur, c'est très difficile aussi. Après, on a la sensation que tout est là, qu'il y a la même. Et en plus, ça exige aussi de s'adapter à des différents styles d'acteurs, parce que pas tout le monde. Déjà des acteurs classiques type Marisa Paredes, mais des acteurs naturels comme Joan Botey, et après des acteurs modernes comme Barbara Demi ou Alex Mandelbaum. Mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, c'était pas évident. Quelques-uns, je les ai choisis avant. Par exemple, Alex Mandelbaum, c'était quelqu'un que j'avais pensé avant. Et les autres, j'ai fait un casting. Et Joan Botey, il est apparu par hasard. C'était le propriétaire de là où on a tourné. Je me suis dit, ah tiens, lui, parce que j'avais fait un casting, j'avais un autre acteur que j'aimais moins. Et après, je me suis dit, pourquoi pas lui, j'ai fait une preuve, et on a continué à travailler. Le scénario, le personnage de Jaume avait un risque que c'était un personnage très excessif dans sa cruauté et qui avait le risque de tomber dans un cliché. Et donc avec Jaume, il a lui une douceur, une façon de dire les choses un peu nonchalante, même un charme, on peut dire, qui apportait justement une contrebalance au scénario. Je trouvais que le personnage, finalement, tel qu'il est, en plus, il est extrêmement négatif, hein. Mais en même temps, il est perturbant parce qu'il est doux. Il a une espèce de douceur dans sa méchanceté ça me faisait penser à un personnage de Le Parrain 2, qui a été joué par Lee Strasberg, ou par, je crois que c'était Lee Strasberg. Et c'était un peu ça, c'était un milieu très gentil, mais vraiment un monstre. Ça a été difficile.
difficile. La musique, c'était un des éléments les plus difficiles à travailler parce que c'est le premier film où je mets de la musique. Tous mes films, c'était sans musique. Et là, il fallait que la musique ait une personnalité en elle-même. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'idée d'avoir des chœurs et des vocales. Mais le placement était difficile parce qu'il fallait trouver justement, ne pas doubler la signification de l'image et de la dramaturgie. C'était un peu l'idée aussi de créer cette subjectivité. Donc la musique, c'est soit avant quelque chose qui va se passer, ou c'est un peu une lamentation d'après. Et c'est jamais en synchronisation. Et ça a été difficile, très difficile, jusqu'au dernier moment. On a fait beaucoup on a dû enregistrer à nouveau, recomposer, replacer pour la placer dans cet endroit où elle apporte cette subjectivité, cette tonalité. Et en même temps, ça ne nous enlève pas du film, parce que dans les premiers essais de montage, c'était vraiment quelque chose qui ne collait pas du tout au film. Donc le film, c'est une coproduction à 3 pays, entre l'Espagne, la France et le Danemark. Et donc c'est un projet qui a eu vraiment le support de toutes les aides au cinéma national. Et donc de ce côté-là, on a été très. Ça a pris beaucoup de temps, mais on a eu vraiment un financement parfait, on va dire. Même si ça a pris un an de plus, parce que j'aurais voulu. Donc de ce côté-là, voilà. Mais ça a pris. Et voilà, donc c'était un projet qui se basait un petit peu sur ma trajectoire antérieure en termes de directeur de festival, en même temps un scénario assez original avec beaucoup très travaillé, et puis une production, on va dire, pas un très énorme budget, mais avec des éléments artistiques et de qualité. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on a mis en place. C'est vraiment une expérience formidable d'aller à Cannes. C'est très excitant parce qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'émotions. En même temps, ça peut mal se passer. Moi, mon deuxième film, La Soledad, à un certain regard, ça s'était vraiment mal passé. J'étais vraiment sorti de la salle. C'était une sensation dure. Et il faut passer pour Cannes, il faut passer par ça aussi. Il y a des moments formidables, il y a des moments un peu moins bons. Quand ça se passe bien, on a l'impression que c'est le centre du monde. Après, le jour d'après, ça n'existe plus. C'est quand même. Mais j'aime bien tout. J'aime beaucoup ce côté festif, de tension, en même temps d'être avec des films importants de l'année. Donc, c'est une expérience qui est formidable, bien sûr. Non, l'inspiration, ça dépend. Ça peut venir d'une thématique, ça peut venir d'une forme, ça peut venir d'une émotion. Par exemple, La Soledad, le deuxième film, ça avait à voir avec l'émotion d'avoir été père, de raconter quelque chose avec des enfants, avec la situation. Mon troisième film, Matière dans la tête, c'était une question très politique. C'était un fait divers très politique, très fort qui s'était passé en Espagne. Ce film, Petra, c'est un film beaucoup plus construit, beaucoup plus mûri dans sa dramaturgie, dans son exécution. C'est un film pensé aussi dans le cadre d'une industrie. C'est un film plus pensé, plus développé, qui a pris beaucoup plus de temps, avec des collaborations plus fortes. Ça dépend de l'inspiration, ça vient un peu, c'est mystérieux. Pas le même langage technique et esthétique. C'est-à-dire, bon, après,
Non, il n'y a pas de difficulté à parler. Après, il faut sentir les sensibilités. Est-ce que la sensibilité va être la même? Est-ce que c'est pas vraiment la même? Est-ce que l'on sent que c'est quelqu'un qui veut, il va comprendre ce qui est la volonté derrière le film, il va adapter ses techniques pour arriver au meilleur résultat possible? C'est quelqu'un qui veut imposer des techniques qui lui sont propres mais qui ne collent pas au film, ça on le sent vite. Donc par exemple avec Hélène, immédiatement j'ai eu une confiance pleine parce que ses réflexions, la façon dont moi je lui parlais, la façon d'écouter, les idées qu'elle avait pour aller dans la même direction, c'était impeccable. En général, ça peut arriver à avoir des collaborateurs qui n'ont pas compris le film. Quand on a un peu, moi ça m'est pas énormément des fois arrivé. Avec les acteurs c'est plus compliqué. Les acteurs c'est plus compliqué parce que jusqu'à quand on n'est pas vraiment dans le taf, on ne sait pas comment il va réagir. Alors que les techniciens on le sent et on peut le parler. Les acteurs c'est plus intuitif. Merci. C'est moi. No me gusta Petra. Creo que te tendrías que ir de aquí en cuanto puedas. Es que de Jaume no se puede sacar nada bueno. Te mentí. Como todos mentimos. ¿Tú sabes por qué estoy aquí? No.